Donc nous voilà arrivés dans la troisième séquence de ce chapitre consacré à quelques aspects statistiques utiles lorsqu'on met en œuvre des outils pour des plans d'expérience dédiés aux problèmes de formulation, dans la partie naturellement analyse des résultats. Alors nous avons vu dans un premier temps qu'il existait de nombreux tests statistiques et que d'un point de vue pragmatique, quand on débute, il n'est peut-être pas utile de regarder en détail tous les tests statistiques disponibles dans les logiciels, mais de se consacrer d'abord à l'essentiel. L'essentiel pour moi c'est faire un graphe d'adéquation, pour différentes raisons que l'on a expliquées. Ensuite, c'est chiffrer la qualité descriptive du modèle. Attention, lorsqu'on veut comparer des modèles, à utiliser le coefficient R2 ajusté. On vient d'expliquer dans la séquence précédente le pourquoi du comment. Et enfin, pour faire tourner la boucle de la formulation, eh bien, il faut se demander si le modèle a une bonne qualité prédictive, c'est-à-dire s'il nous aide à prédire des valeurs de la réponse, ici la masse volumique apparente, que nous n'avons pas encore mise en œuvre expérimentalement. Alors on va voir dans cette dernière séquence la mise en œuvre de calculs conduisant à un coefficient Q2 qui va nous permettre de chiffrer la qualité prédictive du modèle. Et ce coefficient Q2 va naturellement faire appel à une matrice dont on va tout de suite parler, qui est la matrice H. Je vais expliquer pourquoi elle porte ce nom. Alors, lors de la mise en œuvre de l'analyse mathématique, le vecteur des réponses calculées, Y chapeau, avait été établi en faisant le produit de la matrice du modèle X, qui est une extension appropriée de la matrice d'expérience, et du vecteur des coefficients. Et le dit vecteur des coefficients, on l'avait obtenu à partir de la relation que vous voyez à l'écran, transposé de x, x-1, que multiplie transposé de x, que multiplie y. Bien, il nous vient naturellement à l'idée de remplacer dans la première équation le vecteur des coefficients par le produit matriciel que vous voyez à la ligne du dessous pour écrire y chapeau égale x que multiplie transposé de x, x-1, que multiplie transposé de x, que multiplie y. Et si vous faites un bel emballage du produit matriciel qui est encadré, vous obtenez une matrice carrée qu'on appelle la matrice H, H pour at matrix, puisque c'est celle qui vous permet par projection de projeter le vecteur des réponses, c'est un projecteur, le vecteur des réponses dans l'espace des réponses calculées. Y chapeau est égal à HY. C'est pour ça que je vous avais fait apparaître cette équation très en amont dans les aspects mathématiques en disant le vecteur Y chapeau, vous pourrez le calculer en ayant ou non explicité le vecteur des coefficients. Eh bien, vous en avez ici la justification. Alors, cette matrice est intéressante à plus d'un titre, mais ces éléments diagonaux vont être pleins de sens pour les expérimentateurs. Pourquoi? Parce que ça va consister à représenter des leviers. Il faut associer à la matrice H impérativement la notion de levier que nous allons représenter sur un dessin pour expliquer ce qu'est un levier dans une problématique de modélisation. Donc imaginons un instant que l'on cherche à trouver un modèle entre une variable de réponse, Y, et une seule variable de prédiction, grand X. Donc vous voyez à l'écran, vous avez décidé d'un plan d'essai, c'est-à-dire vous avez choisi un certain nombre de valeurs de x, et pour chacune de ces valeurs de x, vous avez fait des mesures et vous avez obtenu des valeurs y. Et a posteriori, vous faites un nuage de points, et l'analyse du nuage de points doit vous permettre d'échafauder une hypothèse sur la forme de la modélisation. Imaginez un seul instant que vous ne disposiez pas du point situé en haut à droite pour une forte valeur de x qui vous donne une forte valeur de y. À partir du nuage de points situé plutôt en bas à gauche, près de l'origine du repère, vous seriez incapable de faire une quelconque modélisation. Et en fait, le modèle n'existe que parce que vous avez ce point éloigné des autres. Donc si vous avez fait une erreur de mesure, tout tient à lui. Et c'est un peu délicat. Eh bien, la notion de levier, ça va être quoi? Ça va être quelque part la distance sur l'axe des x entre une expérience et le centre des autres expériences.
Et si vous avez une expérience qui présente un levier grand par rapport aux autres, attention, elle va jouer un rôle prépondérant dans la modélisation, et il faut vous assurer que cette expérience ne soit pas entachée d'une erreur trop grande. Pourquoi? Parce qu'elle se répercuterait, cette erreur, y compris cette incertitude, de façon importante sur le modèle. Le rêve serait que chaque expérience ait le même levier, et on conçoit aisément avec cette notion de distance par rapport au centre des autres expériences, que si on a écuit réparti, ou plus on va écuit répartir, et bien plus les leviers seront uniformes. Donc cette notion de levier est importante, et le levier HII, c'est-à-dire le levier qui est associé à l'essai numéro I, ben ce n'est ni plus ni moins que le terme diagonal, le ième terme diagonal de la matrice H. Donc je vous laisse lire les commentaires dans le petit post-it qui est affiché. Quand on va plus loin dans les tests statistiques, vous remarquerez qu'on a besoin de ces leviers pour calculer d'autres résidus par rapport à ceux que nous venons de calculer, et ce n'est pas l'objet d'un cours un peu d'initiation aux aspects statistiques. Nous allons utiliser ces leviers de façon originale avec une autre propriété de la matrice que je vais présenter. Alors, la matrice H, c'est une matrice carrée qui va faire n lignes, n colonnes, et donc on peut venir la dessiner à la suite du schéma que nous avions fait préalablement, sachant que sur cette matrice, on va extraire, et on va voir pourquoi, les termes diagonaux, les fameux coefficients HII. Alors la matrice H, on vient de le dire, est une matrice carrée, n lignes, n colonnes, quelques propriétés de cette matrice. La somme des termes diagonaux, donc la somme des coefficients HII, est égale à P. P, c'est la dimension, en termes de colonnes, de la matrice du modèle. C'est aussi le nombre de coefficients à estimer. Un des trompeurs dans votre feuille Excel est de vérifier que la somme des termes diagonaux de cette matrice est bien égale à P. Si ce n'est pas le cas, revoyez la mise en œuvre de vos formules. Les termes diagonaux sont appelés des leviers. Les leviers traduisent la contribution d'un mélange dans la prédiction qui est faite à partir du modèle pour ce même mélange. On va expliquer cette phrase à partir d'une équation. Effectivement, on va avoir une notion de poids et de combinaison linéaire. La matrice H, regardez où elle est située dans la cartographie, elle ne dépend que de la matrice d'expérience et du degré du modèle choisi, puisque finalement, c'est le produit de la matrice du modèle, qui elle-même dépend de la matrice d'expérience, de la matrice de dispersion et de la transposée de la matrice du modèle. Donc finalement, cette matrice, vous pouvez la construire avant de vous livrer à la modélisation, et je vous inviterai à le faire et à interpréter en particulier ces termes diagonaux. Quand est-ce que cette matrice va être importante? Eh bien, c'est quand vous êtes confronté à un problème de maillage d'un domaine expérimental qui n'est pas régulier. Alors, régulier au sens du simplex, un segment de droite, un diagramme ternaire, un tétraèdre, un hypersimplex, ou que votre domaine n'est pas isotrope lorsqu'il est soumis à des contraintes. En effet, vous voyez ici l'exemple d'un tétraèdre qui a été tronqué au niveau de 3 de ses sommets par des contraintes supérieures, et vous imaginez qu'en fonction de la valeur de ces contraintes, ce tétraèdre tronqué peut devenir très anisotrope. La figure que vous voyez à l'écran s'appelle un polyèdre convexe. Elle possède plus de sommets que le nombre de constituants. Et naturellement, un sommet qui serait éloigné de la moyenne ou du centre des autres sommets aurait un levier qui est fort, ce qui traduirait une zone non couverte par des expériences. Et il conviendrait de rajouter des expériences pour diminuer la contribution de cette expérience. Donc vous allez voir que les leviers, qui sont finalement des indicateurs algébriques, on va pouvoir leur donner un sens géométrique. Pas tellement dans la présentation qui est faite ici, mais dans la suite des présentations, on fera intervenir très régulièrement cette notion importante et qui est facile à calculer. C'est-à-dire que quand vous ne pourrez plus matérialiser le domaine expérimental,
parce que il y a plus de 4 constituants. Il faudra faire appel à des indicateurs algébriques. On avait parlé du déterminant, on avait parlé de la trace. Eh bien, on va aussi intégrer un coefficient ou des coefficients qui sont très utiles et très efficaces. Ce sont les leviers. Voilà. Alors, tout calcul fait, voilà la matrice H. Donnez-lui un nom, en utilisant le ruban formule, définir un nom, grand H. Vous pouvez voir à l'écran que cette matrice est symétrique, mais non seulement elle est symétrique, elle est idempotente. On va expliquer ce que c'est. On a extrait les coefficients diagonaux. Alors il ne faut pas les recopier à la main, parce qu'on a des chances de se tromper, en faisant un copier-coller. Vous avez une fonction dans Excel, qui s'appelle la fonction index, qui vous permet d'extraire d'une matrice que vous avez appelée grand H, l'élément qui se situe à l'intersection d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. Donc, en prévoyant une colonne où vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si vous avez fait cette expérience, vous allez pouvoir extraire de la matrice H le coefficient qui se situe à l'intersection de la ligne 1 et de la colonne 1. Ça sera le premier terme diagonal, au même titre que le coefficient qui se situe à l'intersection de la ligne 7 et de la colonne 7. Vérifiez, c'est ce que je vous ai dit, que la somme de ces coefficients HII est égale à P, donc ici égale à 3. 3, c'est bien le nombre de coefficients du modèle de degré 2. Alors, après avoir extrait les termes diagonaux, on va voir qu'on en fera un graphique de ces leviers, pas tout de suite. On va rappeler d'autres propriétés. Alors, la matrice H est une matrice idempotente. Alors, ça fait savant, c'est une matrice qui est égale à sa transposée, et le produit de la matrice par sa transposée est encore égal à elle-même. Alors, dans toutes ces propriétés utiles, quelques-unes vont être plus utiles que d'autres. En particulier, c'est que la somme des coefficients sur une ligne est égale à 1. Prenez la première ligne, à la machine à calculer, vous pourrez vérifier que 0,8525 plus 0,1178 moins 0,07, etc. est bien égal à 1. Et on a vu que la matrice H, c'était un projecteur qui permettait de passer de Y à Y chapeau. On va le revoir. Donc ce que vous avez là, c'est les coefficients de la combinaison linéaire. Quand vous calculez la réponse prévue par le modèle à l'essai 1, c'est 0,8525 fois Y1 plus 0,1178 fois Y2 et ainsi de suite. Comme la somme de ces coefficients est égale à 1, ce que vous voyez apparaître, c'est directement les poids, les contributions. C'est ce que j'ai écrit ici. Somme pour J égale 1 à N, c'est HI1 plus HI2 pour la ligne I, plus HII plus HIN. C'est ainsi qu'on voit que finalement HII, c'est le poids, la contribution de l'expérience petit i, YI, dans sa prévision faite à partir du modèle. Et votre envie, en tant qu'expérimentateur, c'est que toutes les expériences aient le même poids. Et donc construire un plan d'expérience, c'est essayer d'homogénéiser naturellement les poids. Dernière propriété que nous avons déjà énoncée, c'est que maintenant la somme des coefficients HI est égale à P. Ça, c'est une vérification à effectuer lorsque vous construisez une feuille de calcul ou que vous fabriquez vous-même un programme. Alors, regardons comment va intervenir cette notion de projecteur. On a dit que Y chapeau, le vecteur des réponses calculées, c'était H, dont je rappelle la définition dessous, que multiplie Y. Alors en effet, si vous connaissez la matrice H, vous la connaîtrez dès que vous aurez une matrice d'expérience et dès que vous aurez choisi un type de modèle, modèle de degré 2, un modèle de degré 3, un modèle de degré 4. Vous connaissez la matrice H, vous connaissez le vecteur Y dès que vous avez fait des expériences, eh bien Y chapeau, c'est le produit. Donc H, c'est un projecteur qui permet de projeter le vecteur Y en un vecteur dans l'espace des réponses modélisées. Alors, comment fait-on? Pour connaître la réponse prévue par le modèle pour l'expérience I, Y chapeau I, c'est la réponse que vous voyez matérialisée par un petit carré rose dans le vecteur des réponses, eh bien vous allez faire la somme pour la ligne I des coefficients HIJ
par les valeurs des réponses mesurées YJ. Donc vous allez faire la somme pour J égale 1 à N des YIJ que multiplie la somme pour J égale 1 à N des H indices IJ que multiplie YJ. Et naturellement, dans ce produit scalaire, vous allez passer par le produit HII, c'est le petit carré rose que vous voyez au centre de la matrice H, multiplié par YI. YI, c'est la réponse mesurée lors du IM essai. C'est pour ça que je vous ai dit que Y chapeau I, c'est les réponses prévues, et dans la combinaison linéaire des réponses mesurées, HII représente la contribution, puisque la somme en ligne des coefficients est égale à 1, la contribution de la réponse YI. Donc le coefficient HII représente la contribution de la réponse mesurée à l'essai I dans sa prévision, Y chapeau, faite par le modèle. Alors, vous pouvez, dans cette somme, et on en verra l'utilité dans un petit moment, dire que vous extrayez de cette somme le terme HII-YI, et vous faites la somme des autres produits, donc somme pour J différents d'I, donc pour tous les petits carrés qui ne sont pas coloriés en rose, pour J différents de I à N des HIJ, YJ. C'est une décomposition que l'on va retrouver. Alors, à quoi servent les leviers en général? Dès que vous les avez calculés, je vous rappelle qu'on peut les calculer bien avant d'avoir mesuré les réponses. Dès qu'on a la liste des expériences, et dès qu'on postule un type de modèle, par exemple un modèle de degré 1, vous allez pouvoir mettre en œuvre la matrice H, extraire ses coefficients diagonaux, et imposez-vous de faire le graphe des leviers. Le graphe des leviers, c'est finalement un diagramme en bâton. Sur l'axe horizontal, vous avez les mélanges candidats. Je vous rappelle que les mélanges 1 et 2, ce sont les constituants purs, 100% de sable, 100% de gravier, et qu'à partir du mélange 3, vous avez des mélanges 50-50, des mélanges 1 tiers, 2 tiers, des mélanges 1 quart, 3 quarts. Et donc vous allez porter sur l'axe horizontal la nature des mélanges candidats, ici ils sont repérés par leur numéro, et sur l'axe vertical, vous allez reporter la variation du coefficient HII qui mathématiquement ne peut pas être plus grand que 1. Une expérience ne peut pas contribuer à hauteur de 125% dans sa prévision faite par le modèle. Donc sur l'axe vertical, vous ne dépasserez jamais 1. Et les statisticiens, dans leur grande bonté, nous ont indiqué une limite en dessous de laquelle doit rester le levier, c'est-à-dire le poids de l'expérience. Cette limite, c'est soit 1, si elle devient par le calcul plus grande que 1, soit 2P sur N. P, c'est le nombre de colonnes de la matrice du modèle, N, c'est le nombre de lignes de la matrice du modèle. Et donc ici, pour un modèle de degré 1, vous avez deux coefficients, puisqu'il s'écrit bêta 1 x1 plus bêta 2 x2. La limite, c'est 2 fois 2, 4 divisé par 7, c'est-à-dire 0,5714. Et vous remarquez qu'aucun des mélanges ne pèse trop, ne contribuerait trop, ne présente un levier trop grand par rapport à la recherche de ce modèle, puisque les plus forts leviers ont une valeur 0,51 qui est inférieure à la limite. Vous remarquez d'ailleurs que les mélanges qui ont les plus forts leviers sont les sommets. Ce sera une considération que l'on retrouvera dans les études du maillage du polyèdre convexe. Alors on va faire la même chose pour les degrés supérieurs en se demandant si finalement on a bien fait de faire ce fameux maillage que l'on avait introduit tout à fait au début. Alors voilà ce qui se passe pour le modèle de degré 2. Vous voyez que tout en restant inférieur à 1, on a fortement changé d'échelle. Puisqu'on a un modèle de degré 2, on a 3 coefficients, donc la limite est plus grande, 2 fois 3, 6, divisé par 7, la limite vaut 0,85, 71, et le poids des sommets a sérieusement augmenté puisqu'il est passé à 85,25%.
Alors en effet, quand vous voulez faire passer une parabole par des points, les points extrêmes, ici les points extrêmes, c'est les constituants purs, vont avoir un poids non négligeable pour finalement maintenir la courbure. Par contre, le maillage qu'on a fait est acceptable puisque les leviers ne dépassent pas la limite et on revoit encore le rôle prépondérant des sommets. Lorsqu'on fait un modèle de degré 3, finalement, on ne va pas positionner à la limite. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un modèle de degré 3, il y a 4 coefficients. La limite serait donc 4 fois 2, 8 divisé par 7, le nombre d'expériences que vous avez réalisées. Et cette limite est plus grande que 1, sachant que les leviers ne peuvent pas mathématiquement être plus grands que 1, donc on ne la fait pas figurer sur le graphique. Vous voyez que le poids des sommets augmente encore, et on commence à voir augmenter le poids des autres mélanges que vous avez réalisés. Alors par famille, le mélange 3 c'est le point central, et ensuite les mélanges 4 et 5 ou 6 et 7 représentent des mélanges situés à un quart, 3 quarts ou un tiers, 2 tiers. On peut faire la même chose pour le modèle de degré 4. Remarquez que les leviers tangentent dangereusement la valeur 1. On verra pourquoi tangentent dangereusement par la suite. Et on voit effectivement que plus le degré du modèle augmente, plus vous allez pouvoir prendre en compte des courbes et des contre-courbes, plus le poids des expériences est important. On peut faire la même chose pour les modèles de Becker. Alors le modèle de Becker H1, c'est celui qui était homogène de degré 1 et qui se restituait sous la forme de 2 segments de droite d'une espèce d'accent circonflexe qu'on peut orienter vers le haut ou qu'on peut orienter vers le bas. Ici encore, on voit le rôle des sommets et on reste en dessous de la limite. Par contre, lorsque nous avons voulu, à partir du jeu de données, expliciter le modèle de degré 3, nous avons un petit peu péché par optimisme, mais ce n'était pas très grave quand même, puisque le poids des mélanges 1 et 2, c'est-à-dire le poids des constituants purs, dépasse très légèrement la limite, qui vaut 0,8571. Alors ceci s'explique aisément si on se rappelle l'allure du modèle de Becker H3, qui est quelque part une anse de panier, avec une possibilité de restituer une variation très brutale de la réponse aux extrémités du domaine. Naturellement, il faut être sûr des extrémités du domaine, et d'autant plus sûr que la variation de la réponse modélisée sera grande. Et donc quand on veut diminuer la contribution de mélange, mathématiquement, la meilleure façon, c'est de les répéter, ces mélanges. Donc si vous vouliez ici diminuer la contribution des mélanges 1 et 2, c'est-à-dire les constituants purs, il serait utile de les répéter de façon à amoindrir leur poids. Alors on verra qu'industriellement, il y a peut-être d'autres solutions plus efficaces, moins efficace d'un point de vue numérique, mais plus acceptable d'un point de vue industriel que de toujours répéter les sommets, ce que proposent un peu systématiquement par défaut les logiciels. Mais ce sera l'objet d'un autre chapitre. Ici, c'était simplement pour vous justifier que, quelle que soit la dimension du domaine, vous allez pouvoir représenter à partir d'un graphe en bâton le poids des expériences. Et si par cas une expérience pèse beaucoup par rapport aux autres, c'est-à-dire si elle présente un levier très fort, et si ce levier est supérieur à la limite, il faut envisager de combler l'espace entre cette expérience isolée et les autres, de façon à mieux répartir les expériences dans le domaine expérimental. Alors que va-t-on faire de la valeur de ces leviers que l'on vient de décrire visuellement? On s'est aperçu qu'ils pouvaient se rapprocher dangereusement de la valeur 1. On va voir pourquoi c'est dangereux, mais ils sont toujours plus petits que 1. Alors, on va se servir de ces leviers pour définir ce qu'on appelle l'écart de prédiction. On avait défini l'écart de description à partir des résidus, E indice I. On va maintenant définir l'écart de prédiction que l'on va noter E et un indice entre parenthèses I. Alors, ça veut dire quoi? Pour faire de la prédiction, on va enlever l'expérience I de notre campagne expérimentale. Avec les autres expériences, on va fabriquer un modèle et on va regarder si l'équation de ce modèle vous permet de retrouver l'expérience que vous avez enlevée, c'est-à-dire l'écart
d'un modèle qui ne tient pas compte de l'essai numéro I dans sa définition. Et vous allez faire ça pour l'essai 1, pour l'essai 2, pour l'essai 3, pour l'essai N. Donc vous allez enlever successivement, une à une, les expériences, puis les remettre, et regarder quel est l'écart que vous obtiendriez à partir d'un modèle qui ne tiendrait pas compte de cette expérience. Alors cette façon de partitionner la campagne expérimentale, partitionner pour faire simple, c'est découper en deux parties, c'est faire des parties. On a fait une partie où il y a une expérience et dans l'autre partie, naturellement, il y a n-1 expérience. Eh bien, cette méthode de partitionnement qui va conduire à la définition d'écarts de prédiction, et ces écarts ou ces erreurs de prédiction conduiront à un indicateur de qualité prédictive du modèle. Eh bien, cette méthode a été introduite, vous le voyez à l'écran, en 1971, et nous allons l'utiliser de façon assez systématique pour chiffrer la qualité prédictive des modèles. Que les logiciels le fassent ou ne le fassent pas, dès lors que vous pouvez avoir accès aux écarts de prédiction, eh bien, il est très facile de calculer la qualité prédictive du modèle. Alors, on va expliquer cette définition d'écart de prédiction. Partons, encore une fois, du fait que Y chapeau, le vecteur des réponses prévues par le modèle, est égal au produit de la matrice H que l'on vient de décrire par le vecteur des réponses mesurées. Ce qui veut dire que Y chapeau I, la réponse prévue par le modèle à l'essai I, c'est une combinaison linéaire des réponses mesurées, YJ, les coefficients de la combinaison linéaire étant lus sur la ligne en question, la ligne I, pour les colonnes allant de J égale 1 à N, c'est les coefficients H, I, J. Alors, vous pouvez, et nous l'avions fait apparaître, extraire de cette somme la contribution de l'expérience I dans sa prévision faite par le modèle, donc en écrivant H, I, Y, plus somme pour J différente de I des autres produits H, I, J que multiplie YJ. Quand vous faites une combinaison linéaire, si vous regardez le terme central là, entre les deux flèches, en fait, vous avez fait quelque part une moyenne pondérée, exactement comme dans vos activités scolaires, pour définir votre note. C'est une prévision faite par un modèle, votre note globale, vous prenez la note en maths, vous la multipliez par un coefficient 2, vous prenez la note en physique, vous la multipliez par un coefficient 5, et vous prenez la note en métrologie, par exemple, et vous la multipliez par un coefficient 1. Naturellement, il vous faut normer. Et vous normez par quoi? Par la somme des coefficients. 2 plus 3 plus 1. Si j'ai pris des coefficients 2, 3 et 1. Donc le terme que vous voyez au milieu, en fait, il est divisé par 1. Et 1, vous vous rappelez que c'est la somme pour J égale 1 à N des H, I, J. C'est une propriété de la matrice H. Et donc c'est ce qu'on va utiliser en disant ici que si l'on veut calculer la prévision faite par le modèle à l'essai I, sans tenir compte de l'essai I dans la modélisation. C'est ce que j'ai appelé Y chapeau, prévision faite par le modèle, sans tenir compte de l'essai I, puisque j'ai mis l'essai I entre parenthèses. Eh bien, vous allez faire la somme pour J différente de I à N des H, I, J, Y, J, mais il faut diviser, il faut pondérer cette somme, il faut diviser par, en bas, 1 moins H, I, I, puisque au dénominateur, la somme était égale à 1. Si vous enlevez l'expérience HII, la somme des coefficients, c'est 1 moins HI, d'où l'expression que vous voyez à l'écran. Alors à partir de là, tout va devenir très simple, puisque finalement, Y chapeau, entre parenthèses UI, la prévision faite par le modèle sans l'essai I, vous voyez apparaître au numérateur, si vous vous servez de la première ligne, Y chapeau I moins HII, YI. C'est ce que vous obtenez à droite de la dernière flèche de la première ligne. Là-dedans, vous allez faire apparaître 0 en faisant apparaître moins YI plus YI, puis en mettant des parenthèses. J'ai rajouté 0. Pourquoi j'ai rajouté 0 sous la forme moins YI plus YI? Parce que la première parenthèse me parle. La première parenthèse, Y chapeau I moins YI, c'est l'écart entre la valeur que j'ai mesurée et la valeur prévu par le modèle, le fameux résidu. Et dans la deuxième parenthèse, je vais m'empresser de mettre YI en facteur,
En mettant YI en facteur, vous allez voir apparaître 1 moins HII et vous allez pouvoir simplifier par le dénominateur où également apparaît 1 moins HII. Et pourquoi je vous ai dit que les leviers HII se rapprochaient dangereusement de 1? Parce que si par cas un levier est égal à 1, vous voyez que vous ne pouvez pas calculer le dénominateur. Pourquoi? Parce que 1 moins 1, ça fait 0. Alors certes, vous pouvez calculer, mais vous avez une forme indéterminée. Et donc, si un levier est égal à 1, ça veut dire que vous ne pouvez pas enlever l'expérience, parce qu'avec ce qui vous reste, vous ne pouvez pas faire un modèle. Donc, en fait, une expérience qui a un levier de 1 est une expérience qui vous empêchera de calculer la qualité prédictive du modèle, parce que son poids est tellement important que vous ne pouvez pas l'enlever. D'où le sens de ma remarque, nos leviers s'approchent dangereusement de 1 sans atteindre cette valeur. Alors, faisons la simplification que j'ai annoncée. Donc, le premier terme devient Y chapeau I moins YI sur 1 moins HII, plus second terme YI. Donc, je réécris les éléments de telle sorte que je puisse faire apparaître un écart de prédiction. Bien, l'écart de prédiction, c'est la différence entre la réponse mesurée YI et la réponse prévue par le modèle en mettant l'SI entre parenthèses. Donc Y chapeau, entre parenthèses, indice I. Et vous voyez apparaître au numérateur, à droite du signe égal, YI moins Y chapeau I. J'ai tendance à être rassuré, nous connaissons ce terme-là. Nous connaissons ce terme-là, pourquoi? Parce que c'est l'écart de description. Et donc, vous venez finalement de montrer que l'écart de prédiction, il est très facile à calculer sans établir tous ces modèles intermédiaires. Il suffit de le calculer en faisant le rapport de l'écart de description, E indice I, par 1 moins HII. Ces écarts, vous pourrez toujours les calculer, à condition que les leviers ou un levier ne soit pas égal à 0. Dès qu'un levier est égal à 0, vous ne pouvez pas calculer l'écart de prédiction. Donc le calcul des écarts de prédiction va être très très rapide, c'est ce que l'on va voir sur le schéma qui est ici. Nous nous étions arrêtés après l'analyse mathématique au vecteur des coefficients et au vecteur des résidus, E indice I, les écarts de description. On a positionné la matrice H, et à partir des termes diagonaux de la matrice H et de la formule que l'on vient de voir, vous allez calculer le vecteur des écarts de prédiction. Et le vecteur des écarts de prédiction va donner nécessairement des valeurs plus grandes en valeur absolue que le vecteur des écarts de description. Pourquoi? Parce que vous les divisez, ces écarts, par 1 moins HI. Et HI est une valeur comprise entre 0 et 1. Quand vous divisez 1 moins HI va être donc plus petit que 1. Et quand vous divisez par 1 moins HI, ça revient à multiplier par une valeur plus grande que 1. C'est ce que vous voyez ici. Alors toujours pour l'exemple du modèle de degré 2, vous voyez face aux écarts de description à gauche, les résidus, vous voyez apparaître les écarts de prédiction qui sont en valeur plus grande. C'est-à-dire que localement, le modèle des fois prédit bien, puisque vous avez des écarts de 13 grammes par litre, 115 grammes par litre, 120 grammes par litre. Ça reste du même ordre de grandeur, même si c'est un petit peu plus grand, que les écarts de description, les résidus. Par contre, qu'est-ce que vous constatez ? On va le voir visuellement, que les écarts de prédiction pour les deux premières lignes, ils sont énormes, 450 grammes par litre ou 485 grammes par litre, alors que les écarts de description étaient du même ordre de grandeur que les autres écarts, c'est-à-dire à peu près 70 grammes par litre. À gauche, nous avions résumé les écarts de description par leur somme des carrés SCE. Eh bien, il n'y a pas de raison qu'à droite, on ne résume pas ces écarts de prédiction avec une somme de carrés. C'est la somme de carrés des écarts de prédiction. On la note PRESS pour Prediction Error Sum of Square, la somme des carrés des erreurs de prédiction. Plus cette somme des carrés des écarts de prédiction sera grande, moins le modèle sera prédictif. Pourquoi? Parce que les termes seront grands, ou au moins un des termes sera grand, et donc, naturellement, le modèle a du mal à retrouver les expériences que vous avez enlevées. Alors, quand une somme des carrés des écarts de prédiction est grande, avant de conclure que rien ne va, il faut se demander si cette somme est grande parce que tous les termes sont grands, ou parce que localement, un ou deux écarts de prédiction sont grands. Et si ces écarts trop grands
qui vont nuire à la qualité prédictive globale du modèle sont dans une zone où la valeur de la réponse n'est pas désirée. Vous êtes très loin de votre cible, regardez plutôt la valeur des écarts de prédiction près de la cible. Ce qui est important pour vous, c'est que le modèle vous aide à prédire dans la zone où vous avez besoin de prédire, c'est-à-dire près des valeurs optimales. Voilà, donc pensez à analyser localement, un par un, les écarts de prédiction. Alors on va les dessiner, ces écarts de prédiction, pour que ça devienne plus parlant pour vous. Donc, je vous rappelle qu'on est en présence d'un mélange binaire de sable et de gravier. J'ai représenté sur l'axe horizontal de cette figure la proportion de gravier entre 0 et 100%. Pour chacun des essais réalisés, on a mesuré la valeur de la masse volumique apparente. C'est représenté sur l'axe vertical. Nous avons fait 7 mélanges et j'ai enlevé le mélange numéro 1 qui consistait à faire un essai avec 100% de sable. J'ai enlevé cette expérience tout en connaissant la valeur du résultat et à partir des 6 autres expériences, c'est les points jaunes que vous voyez dans le plan de la figure, j'ai cherché à faire un modèle de degré 2. Remarquez au passage que ce modèle de degré 2 passe près des points expérimentaux. Et je me suis servi de l'équation de ce modèle de degré 2, que vous voyez figuré en bleu, pour calculer la valeur de la réponse pour une proportion de gravier égale à 0%. Et vous voyez que si j'utilise ce modèle, la prévision faite par le modèle, ce qui est plutôt ici une prédiction, est égale à peu près 1000 grammes par litre. Alors que vous aviez mesuré à peu près 1480 grammes par litre, c'est le point rouge que vous voyez à l'écran, et donc l'écart de prédiction, c'est la différence entre ce que vous aviez mesuré, 1480 grammes par litre, et ce que vous avez calculé avec un modèle sans tenir compte de cette expérience. Donc l'écart de prédiction positif, 456 grammes par litre. De la même façon, je peux me livrer à la même simulation numérique en enlevant l'essai2. L'essai2, c'est celui pour lequel on avait 100% de gravier. Même chose, il nous reste 6 points. Ces points me permettent de faire un modèle de degré 2. Ce modèle de degré 2 me permettrait de dire que la masse volumique serait comprise entre 1800 et 1900 grammes par litre pour un mélange de 100% de gravier, alors que vous vous rappelez que cette masse volumique, elle est plutôt proche de 1400 grammes, d'où l'écart de prédiction de moins 485 grammes. Et donc, une à une, vous allez pouvoir enlever comme ça les expériences et regarder les écarts de prédiction. C'est ce que vous voyez là. Donc, vous voyez que globalement, à l'exception des 2 essais situés à l'extrême du domaine, les écarts de prédiction pourraient être acceptables. Mais globalement, la qualité prédictive, elle va être remise en cause parce que localement, le modèle a eu du mal à prédire. Alors comment faire pour calculer, pour résumer tout ça? Eh bien on va compléter le tableau que nous avions commencé à remplir précédemment en reportant la valeur de ce qu'on appelle le press, la somme des carrés des écarts de prédiction. Ici vous voyez 496 387 et on va, par analogie avec la formule R2 du coefficient traduisant la qualité descriptive dans le cas d'un modèle simple, dire que le coefficient Q2 c'est 1 moins le résumé de ces écarts, presse, divisé par la somme des carrés total. C'est un coefficient qui est mathématiquement plus petit que le R2 ajusté, donc une façon de vérifier, c'est d'une part de s'assurer qu'il est plus petit. Quand il est égal, c'est qu'il est égal à 100%. Ce coefficient peut être négatif, c'est ce que vous voyez ici pour un modèle de degré 2, donc je l'ai affiché pour que vous puissiez vérifier vos calculs. Dans la pratique et dans les logiciels, quand le coefficient est négatif, ça veut dire que finalement la valeur presse l'emporte sur SCT, ça veut dire qu'il y a au moins un écart qui est très important par rapport aux autres, un écart de prédiction, et donc on n'affiche pas le coefficient négatif, on se contente de mettre un petit tiret ou un petit astérisque. Tant que je suis là, j'en profite pour commenter la valeur de la cellule probabilité. Je vous avais dit qu'un test statistique, ça permettait de renvoyer une probabilité associée à une hypothèse. L'hypothèse, c'était que la variation des résultats expérimentaux
était purement aléatoire, c'est-à-dire que rien d'autre que les phénomènes aléatoires ne pouvait expliquer cette variation. Bien, le calcul, que je n'ai pas détaillé jusqu'à la fin, montrerait ici, mais les logiciels le font, que la probabilité associée à cette hypothèse, c'est 1,85%. Et donc en tant qu'ingénieur, ben, vous vous dites que s'il y a 1,85% de chance, 1% de chance, 2% de chance que cette hypothèse soit vraie, ça veut dire qu'elle est plutôt fausse. Et ça veut dire que la variation des réponses n'est pas due qu'à des phénomènes aléatoires. C'est-à-dire que vous avez bien fait de mélanger. Mais ce que vous voulez démontrer, c'est que vouloir décrire la variation avec un modèle de degré 2, certes, vous arrivez à décrire 79%, par contre, c'est peut-être pas assez prédictif, et c'est loin du tout d'être prédictif, pour faire de l'optimisation. Alors, puisqu'on sait calculer le coefficient Q2, on va le faire naturellement pour tous les degrés et pour tous les modèles envisagés. Vous voyez apparaître ici une fonction qui vous permettra de faire cette somme de carrés. Attention, ce n'est pas une somme de carrés d'écart en soustrayant la moyenne, c'est la somme des carrés des écarts de prédiction. Donc vous utilisez la fonction somme.carré. Alors, livrons-nous au calcul et modèle par modèle, degré 1, degré 2, degré 3, degré 4, puis les modèles de Becker, H1 et H3, chiffrons la qualité prédictive de nos modèles. Je vous ai fait apparaître en bleu des bâtons correspondant à la qualité descriptive. Je vous rappelle que la qualité descriptive des modèles de degré 3 et de degré 4 était excellente, plus de 99%. Sur une échelle allant de 0 à 1, les modèles, certes, sont très descriptifs. Par contre, vous vous apercevez que seul le modèle de degré 3 présente une qualité prédictive importante égale à 84,91%. Le modèle de degré 4 présenterait une valeur du coefficient Q2 qui est négative, donc je ne l'ai pas représenté. Et donc ça y est, on peut réussir maintenant à discriminer le modèle qu'on va utiliser pour faire de l'optimisation. Il s'agit bien du modèle de degré 3 dont je vous avais parlé dès le début. Donc en conclusion, certains modèles sont utiles, même si ce sont des approximations de la réalité. Et donc nous allons retenir parmi tous les modèles possibles le seul qui ici a une qualité prédictive qui est le modèle de degré 3. Nous allons donc représenter la partie déterministe du modèle par la courbe bleue, qui est une courbe de degré 3. On voit qu'elle passe pas trop mal au niveau du nuage des moyennes. On va, autour de cette courbe, faire figurer l'intervalle de confiance. Et puis on va se servir naturellement de ce modèle, soit pour faire une utilisation directe. Directe, ça veut dire qu'on utilise le sens direct de l'espace trigonométrique, et donc on va d'une valeur de x prédire une valeur de y. Par exemple, si vous introduisiez une proportion de 40% de gravier dans un mélange sable-gravier, vous devriez trouver, d'après ce modèle et ses conditions expérimentales, une masse volumique comprise entre 1800 et 1850 grammes par litre. Par contre, lorsqu'on fait de l'optimisation, je vous rappelle qu'on utilise non pas la phase directe, mais on utilise la phase inverse. Par exemple, si on vous demandait d'atteindre une masse volumique de 1600 grammes par litre, le modèle vous propose deux zones de solution. Une dont l'incertitude ou la plage de dispersion est plus grande, qui nous amènerait à mettre environ 20% de gravier, et une autre qui nous amènerait à mettre un peu plus de 90% de gravier dans notre mélange, ce qui n'aurait pas du tout les mêmes conséquences sur la rhéologie, vous vous en doutez. Mais vous auriez une masse volumique apparente de 1600 grammes par litre. Voilà comment on peut appliquer des outils mathématiques qui ne sont pas très compliqués et parmi les nombreux outils statistiques, retenir en premier ceux qui nous permettent de sélectionner le modèle. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre et de cette séquence. Nous allons donc terminer cette séquence par un quiz. La première des choses est d'illustrer à l'aide d'un schéma la notion de levier, et dès que vous allez disposer d'exemples de plans de mélange, n'hésitez pas à essayer de trouver des liens entre une notion algébrique, le coefficient HII, et une notion géométrique d'éloignement d'un sommet par rapport au centre des autres sommets. Pourquoi est-il intéressant de détecter les mélanges pour lesquels le levier est important ?
Créer une feuille de calcul interactive, interactive en ce sens où vous allez pouvoir modifier la position des expériences, illustrant la notion de levier dans le cadre d'un modèle polynomial de degré 1, que vous ayez 2 constituants, 3 constituants ou 4 constituants. En présence de 2 ou 3 constituants, vous pourrez en plus représenter la position des expériences dans le domaine et voir ainsi la notion de distance corrélée à la notion de levier. Cette notion de corrélation entre la distance et le levier doit se limiter au modèle de degré 1. Hein, c'est ce que j'ai proposé dans la question précédente. Quelles sont les propriétés de la matrice H, dite hat matrix? Démontrer l'expression de l'écart de prédiction, l'écart que vous obtiendrez en mettant entre parenthèses l'expérience UI dans la modélisation. Établir une comparaison entre le coefficient de détermination R2, le coefficient de détermination R2 ajusté et le coefficient Q2. Quelles sont les similitudes? Et enfin, dernière question, vous allez compléter la feuille Excel que nous avions invité à construire au fur et à mesure des séquences. Vous allez estimer la qualité prédictive des différents modèles que vous pouvez établir toujours à partir de ce mélange simple, en somme de sable et de gravier, et essayer de retrouver bien la valeur de la qualité prédictive du modèle de degré 3 et s'assurer que les autres modèles, degré 1, degré 2, degré 4, les modèles de Becker, H1 et H3, ont une qualité prédictive négative, la valeur du coefficient Q2 est négatif, et donc c'est pour cette raison que nous avons retenu le modèle de degré 3. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces chapitres un peu formels d'analyse mathématique et d'analyse statistique. Ce ne sont que quelques aspects, mais qui sont des aspects minimaux, à la fois pour gagner en autonomie lorsqu'on veut programmer, préparer une feuille de calcul Excel. Cela reste possible en présence d'un petit nombre de constituants. Et ces séquences, ces chapitres peuvent vous être utiles si vous devez interpréter ou si par curiosité vous vous demandez d'où sortent les valeurs que vous voyez apparaître dans les logiciels du marché. On n'en citera pas à cette étape-là, on en mettra en œuvre dans d'autres petits films d'introduction au plan de mélange, et il me paraissait toutefois utile d'insister sur ces notions, et juste sur ces notions, de façon que vous ne subissiez pas les outils, mais que vous appreniez, non pas à les dominer, mais à les côtoyer efficacement dans les problèmes de formulation que vous rencontrerez dans de nombreuses industries, certes la céramique, mais également les bétons, les cosmétiques, l'agroalimentaire, les problèmes de colorimétrie, de poudre et explosifs. Et nous avions vu que la liste était longue. Voilà, donc c'est sur ces derniers aspects statistiques de coefficient Q2 qui permettent de chiffrer la qualité prédictive que nous allons clore ce chapitre. Et dans la suite des autres présentations, nous rentrerons sur des choses plus factuelles, de maillage de domaines expérimentaux, soit sous forme de simplex, soit sous forme de polyèdre convexe, avant d'aborder des études de cas, où nous associerons des maillages, donc des définitions de campagne expérimentale, à des outils de calcul, et surtout des outils de restitution de ces équations de modèles pour les représenter dans des espaces multidimensionnels. Voilà, je vous remercie encore de votre attention et je vous invite à répondre aux questions des différents quiz et je vous dis à bientôt pour d'autres séquences.